Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, qui est le ministre de l'Agriculture. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marc Fesneau. Bonjour. La première ministre Elisabeth Borne dit à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation vouloir mettre de l'apaisement avec les syndicats et recevoir les groupes d'opposition. Au vu de la situation, n'avez-vous pas l'impression que c'est trop peu, trop tard ? Non, c'est ni trop peu ni... D'abord, il n'est jamais trop tard pour essayer de trouver les chemins d'un dialogue et d'un apaisement. Et c'est la volonté qu'a exprimée la première ministre hier, effectivement, dans une interview. Et c'est la responsabilité de la première ministre, mais pas seulement de la première ministre, des ministres, des membres de la majorité. Puis collectivement, il faut qu'on essaie de retrouver... On peut avoir des désaccords, ils ont été très profonds, et ils sont toujours très profonds sur la question de la réforme des retraites, en particulier la question de l'âge. Mais dans un pays, si on veut avancer, il faut qu'on essaie de trouver les voies du dialogue. Oui, mais alors discuter du même sujet, parce qu'en somme, ce que dit la première ministre, Marc Fesneau, c'est qu'il s'agit d'ouvrir la porte pour parler de tout, sauf des retraites. Laurent Berger vous répond ce matin qu'il faut au préalable mettre la réforme des retraites en pause, et puis discuter. Moi, il me semble qu'on ne peut pas être... Alors j'entends ce que dit Laurent Berger, mais oui, nous avons un désaccord. Deuxièmement, on fait cette réforme des retraites, non pas pour être populaire, ça se saurait d'ailleurs, mais parce que nous considérons, nous estimons que le système est déjà... Oui, mais nous n'en sommes plus là. Oui. Scène de chaos, mais, une violence qui s'enquiste. Il n'empêche que c'est aujourd'hui qu'on ouvre le dialogue. ça n'est pas parce que nous avons une conflictualité que nous ne pouvons pas essayer de dire devant l'opinion que le sentiment que nous avons, c'est qu'on a besoin de cette réforme et que dans les termes où elle a été posée, elle est posée comme elle devait être posée. Voilà, je ne peux pas en dire, comment dirais-je, c'est pas une offense de dire qu'on a une position, qu'on essaie de la défendre et que c'est ça qui a été voté à l'Assemblée nationale. Avant d'être reçu tout à l'heure par Emmanuel Macron, Elisabeth Borne affirme ne plus recourir au 49.3, hormis pour les textes budgétaires, donc pas de 49.3 pour le texte sur l'immigration ou ce qu'il en restera. Vous reconnaissez donc que ça a été une erreur? Non, c'est l'idée, Non, c'est jamais une erreur d'utiliser les articles de la Constitution. Pardon de le dire comme ça. Ainsi, ça dépend ce que ça provoque, monsieur le ministre. Non, mais ça n'est jamais une erreur. Ce qu'il faut, c'est essayer d'éviter ce genre d'exercice qui fait que dans la société dans laquelle on est, le 49.3, qui est un outil qui a été très usité, 90% des 49.3 ont été faits hors de cette majorité. Donc, aujourd'hui, contexte inflammable. Le contexte, c'est là que je vais dans votre sens. Le contexte, qui est un contexte tendu, fait que l'utilisation du 49.3 peut être pris comme une offense, alors que factuellement, dans l'histoire de la 5e, ça n'en était pas. Et donc, si on peut essayer de trouver des chemins et des dialogues, il faut aussi trouver des partenaires dont on puisse considérer sur des textes qu'on se met d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Mais c'est la question, avec qui vous allez discuter? On parle d'élargissement de la majorité, ça sonne comme des débauchages individuels. Et pour tout vous dire, on dirait qu'il y a de la fébrilité, qu'il y a une forme d'affolement avant une nouvelle journée de mobilisation. Non, alors il n'y a aucun affolement, aucune fébrilité. La volonté, d'ailleurs, je rappelle que nous l'avons dit depuis le début, que la capacité que nous voulions avoir, c'était celle de pouvoir élargir sur les textes la majorité. Ça ne veut pas dire qu'on fait rentrer des gens dans la majorité. Ça veut dire que des gens qui sont à l'extérieur de la majorité, qui d'ailleurs sont dans l'opposition puisqu'ils ont été élus contre nous. Bonne chance, parce que chat échaudé en ce moment. Oui, on pourrait être aussi chat échaudé nous-mêmes, à vrai dire, dans cette affaire-là, sur cette affaire de retraite, puisque nous avions un certain nombre d'engagements. Mais la vie politique fait que si à chaque fois on se méfie en permanence des uns des autres et qu'on n'est pas capable sur des textes qui nous paraissent essentiels de se mettre d'accord, à ce moment-là, il faut faire autre chose, me semble-t-il. Donc on a besoin de travailler avec des gens à droite, à gauche, les sociodémocrates, la droite républicaine, qui pensent que sur certains textes, on peut se mettre d'accord. Vous m'avez bien dit ce matin, pas de fébrilité, pas d'affolement, c'est votre état d'esprit, c'est l'état d'esprit de l'exécutif, ou c'est une façon de dire un peu langue de bois? Je ne sais pas si vous avez le sentiment que je suis fébrile ou affolé, mais d'abord, c'est pas mon tempérament. Vous cachez peut-être bien votre jeu, je ne sais pas. Peut-être que je cache bien mon jeu et que je peux être duplice, mais je ne crois pas. La vérité, c'est que dans les moments de tempête, on est dans un moment compliqué dans le pays, on ne va pas dire le contraire. Il faut essayer de garder son calme et essayer de trouver un cap et puis d'essayer de le faire avec une tonalité qui soit la tonalité de l'apaisement. Avant une nouvelle journée, je le disais, acte 10, 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le scénario est-il désormais écrit à l'avance avec une gangrène des violences? Marc Fesneau, la question aussi, qui en sera tenu responsable? Qui est responsable du chaos aujourd'hui? Écoutez, je trouve que les manifestations sur les retraites, encadrées qu'elles ont été à la fois par... les forces de l'ordre et encadrées aussi par les services d'ordre des organisations syndicales se sont plutôt passées dans de bonnes configurations. Donc, il n'y a pas de grief à faire aux organisations syndicales qui essayent de faire les choses en bon ordre. D'ailleurs, ce n'est pas ce que vous faites non plus. Il y a des éléments extérieurs dans ces manifestations qui cherchent à en découdre parce qu'il y a un certain nombre de gens, c'est assez ancien d'ailleurs, qui essaient en permanence de nourrir par la violence la querelle. En fait, la violence attise la violence et attise la querelle. Et donc on essaye, pour ce qui est du gouvernement, par les dispositifs de maintien de l'ordre, pour ce qui est des services d'ordre des organisations syndicales, de faire en sorte que les manifestations se fassent dans un cadre qui soit le cadre classique d'une manifestation. Avec des forces de l'ordre épuisées. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelles conséquences faut-il craindre quand on a des forces de l'ordre aussi fatiguées? Non,
C'est un appel d'ailleurs qu'a lancé Gérald Darmanin. C'est vrai que quand vous êtes en permanence harcelé pendant des heures et que ça se succède parfois de jour en jour, vous pouvez avoir des sentiments de fatigue et ça nécessite d'autant plus de vigilance de la part des forces de l'ordre. Mais moi, je leur fais toute confiance. C'est l'occasion quand même de leur rendre un grand hommage dans cette période-là. Cette violence-là, le harcèlement dont ils sont parfois les victimes peut mettre de l'attention. Et donc, il leur appartient, mais c'est des gens qui sont rompus aussi à l'exercice, d'essayer de faire en sorte que les choses se passent en bon ordre. On vous entend ce matin, Marc Fesneau, vous dites que pour les manifestations contre la réforme des retraites, ce sont des manifestations qui se passent globalement bien pacifistes avec des éléments radicaux qui viennent gangréner ces cortèges. Et Sainte-Soline alors, comment ça se passe? Sainte-Soline, pour moi, c'était avec des éléments radicaux? C'est exactement l'inverse pour moi. C'est-à-dire Sainte-Soline, c'est des gens qui ont annoncé à l'avance que leur objectif, c'était d'aller détruire des biens, d'aller se confronter aux forces de l'ordre. Il ne faut pas inverser les choses, pour le coup, à Sainte-Soline. C'est des éléments radicaux, des éléments qui nous vendent, au fond, du faux pacifisme et de la résistance civique, qui, finalement, œuvrent en permanence par la violence. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement, à Sainte-Soline, quand bien même, d'ailleurs, d'un point de vue préventif, heureusement qu'on a pu saisir toutes les armes que vous avez vues saisies, les machettes, les haches... Oui. Préventivement, vous avez saisi les armes, mais comment des individus dont la dangerosité donc avérée peuvent-ils comme ça semer le chaos sans être entre guillemets stoppés en amont? Mais ils ont été pour un certain nombre stoppés, mais vous voyez bien que quand vous êtes sur un site aussi large que celui-là, avec des routes partout, vous n'allez pas mettre sous cloche complètement un territoire. C'est toujours évidemment difficile. Un territoire, c'est une propriété privée. Oui, non, mais quand je parlais d'un territoire d'un point de vue global, évidemment, c'est une propriété privée. Je me permettrai de dire une chose d'ailleurs, quand je vois parfois des parlementaires qui se promènent au milieu des champs, je leur rappelle qu'ils sont sur une propriété privée et que d'eux, ils détruisent le bien d'autrui. Parce que marcher sur du blé, marcher sur du colza, marcher sur des cultures, c'est détruire la culture. Parce que quand vous avez 10 000 personnes sur 10 ou 15 hectares, ça fait quand même une personne tous les 10 mètres carrés. Vous n'avez pas entendu Jean-Luc Mélenchon hier? Lui, il parle d'un trou. Oui, il parle d'un trou et il parle d'une balade dans les champs. Mais je pense que ça, c'est des gens qui n'ont pas le respect des territoires ruraux, pas le respect des agriculteurs et pas le respect des gens qui travaillent dans ces champs. C'est pas une balade, un champ. Quand vous vous promenez dans un champ de blé, vous vous promenez pas sur un terrain de golf ou sur une pelouse qui est celle de votre jardin. Et par ailleurs, on est quand même dans un pays, y compris d'ailleurs la Révolution, ça devrait rappeler ça quelque chose à Jean-Luc Mélenchon, a reconnu le droit de propriété. Le droit de propriété, c'est qu'on ne va pas sur la propriété d'autrui sans y être autorisé. Si on va dans le jardin de M. Mélenchon et lui dire qu'on va cueillir ses fleurs et piétiner son jardin, je pense qu'il n'aimera pas et il n'appréciera pas. Et donc, il y a quelque chose d'une ordre de la responsabilité. Et deuxièmement, ces manifestants, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont venus... les appelez manifestants? C'est important. Ces activistes violents, ils s'appellent manifestants. Pour moi, c'est des. Et vous, comment vous les appelez? C'est des activistes violents, et pour un certain nombre de gens, c'est des gens qui font de la guérilla. Mais donc, vous saviez que ça allait dégénérer avec la venue de ces éléments. Vous aviez même décrit des ultras qui sont déjà venus d'Italie et autres. Donc, vous les connaissez. Mais il y a un certain nombre d'entre eux qui vous les connaissez? Non, mais on les connaît pas toujours. C'est inexact. Il y a un certain nombre d'entre eux qui ont pu être stoppés, un certain nombre d'entre eux qui n'ont pas pu s'approcher, un certain nombre d'entre eux qu'on a désarmés. Évidemment, ils sont moins dangereux une fois qu'on leur retire les cailloux, les pierres, les boules de pétanque et tout le reste du matériel qu'ils avaient l'intention d'amener. Malheureusement, quand vous êtes sur un volume comme celui-là, vous ne pouvez pas tout faire. Mais vous me permettrez ce matin de rendre hommage aux gendarmes qui ont été pris. Vous avez vu les images, vous avez entendu les sons. Certains essaient d'inverser les choses. Quel bilan? 47 gendarmes blessés et aussi un manifestant qui est encore entre la vie et la mort. Blessé, c'est une inquiétude pour vous? C'est toujours une inquiétude. Pour moi, la vie humaine, c'est la vie humaine et la blessure humaine, c'est la blessure humaine. Et ça peut basculer. On se rappelle de ce qui s'était passé pour le barrage de Sivens. Mais il y a un certain nombre... et tout avait été arrêté. Non, mais on voit bien que c'est un certain nombre de gens qui ne respectent pas, ces gens qui interviennent sur ce type d'ouvrage, des gens qui ne respectent pas la vie humaine. D'ailleurs, pas plus celle des gendarmes que celle de ceux avec qui ils se mêlent, qui sont parfois des gens qui sont plus pacifiques. Vous n'iriez pas jusqu'à dire qu'ils souhaitent quand même qu'il y ait... Non, je n'ai pas dit ça. Je pèse absolument mes mots au trébuchet de ce qu'ils doivent être, et je pense que c'est des gens qui ne font pas grand cas de tout ça. Quand vous incendiez un camion et qu'il y a peut-être dedans des gendarmes, d'ailleurs dans certains cas il y avait des gendarmes, quand vous lancez des boules de pétanque, quand vous envoyez une fusée de feu d'artifice, si c'est mal pris, ça décapite. Bien. Éric Ciotti dénonce dans le Figaro ce matin des actions de terrorisme, d'extrême gauche, terrorisme. Vous reprenez ce vocabulaire? Non, je ne prends pas ce vocabulaire. Vous parlez d'une intention de tuer. Mais moi, je reprends le vocabulaire qui est le mien. J'utilise mon propre vocabulaire. Et moi, je suis quelqu'un qui dénonce la violence, je l'ai fait tout le week-end, qui défend les agriculteurs dans ce projet qui a sa justification pleine et entière. Et par ailleurs, je ne viens pas faire la course à l'échalote de la, comment dirais-je, du mot le plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sont des gens qui cherchaient à blesser, voire plus, sur le terrain. Quand vous lancez une fusée de détresse, vous prenez, non pas le risque,
vous avez un acte qui est un acte délibéré de violence sur autrui, en particulier en l'occurrence des gendarmes. Une enquête a été ouverte, Marc Fesneau, avec certains qui affirment violence policière. Il y a eu des violences. D'ailleurs, est-ce que vous reprenez l'expression? Est-ce que ça existe, des violences policières? Violence policière, ça veut dire qu'au fond, il y aura un système organisé qui ferait qu'il serait donné des ordres à la police pour exercer la violence. Si quelqu'un trouve que ce qui s'est passé samedi, c'est du registre de violence qui aurait été exercé à mauvais endroit, comme vous le savez, la police et la gendarmerie ont le monopole de la violence légitime. Pourquoi? Parce qu'ils viennent défendre. Maintenant, les écologistes et la gauche de la gauche disent qu'ils ont le monopole de la violence illégitime. Oui. C'est le verbiage et le blabla et le baratin de l'extrême gauche et de gens qui se prétendent écologistes. Quand vous allez dans une manifestation avec des gens, regardez les images, vous avez des gens qui étaient en tenue de combat, avec des boucliers, avec des techniques qui sont celles de la technique de la guérilla. Faut pas nous raconter que ces gens-là étaient pacifiques et qu'ils avaient l'intention... Qui le raconte? Comment? Vous dites qu'il ne faut pas nous raconter. C'est ce que nous racontent les écologistes, c'est ce que nous racontent les gens qui étaient présents sur place. Donc ils ont une responsabilité dans ce qui s'est passé, ces élus. Les gars, je voudrais dire quelque chose de ce point de vue-là, parce qu'on dit toujours, et je le fais, d'ailleurs je l'ai fait tout à l'heure sur d'autres sujets, il y avait des manifestants pacifistes et il y avait à l'intérieur des manifestants qui étaient ultra-violents. Quand vous allez dans une manifestation et que vous allez dans des cortèges où le slogan du cortège c'est « tout brûler », quand bien même vous ne soyez pas volant, vous vous rendez d'une certaine façon complice de ceux avec qui vous êtes. Quand dans la loi et dans le droit, non? Comment? C'est-à-dire, on est complice de quoi? Quand on n'a pas jeté, quand on n'a pas été soi-même auteur d'une complice violence. au sens juridique du terme. Ne jouons pas sur les mots. Moi, si j'étais dans une manifestation où des gens avaient des actes violents, la première chose que j'essaierais de faire, c'est de les empêcher de le faire, ou je partirais si j'étais pas capable de les maîtriser. Mais quand vous restez avec eux, d'une certaine façon, vous vous rendez complice. Je ne parle pas juridiquement, mais vous vous rendez complice moralement. Juste, vous dites les violences policières n'existent pas? Non, ça n'existe pas. Il peut y avoir, ça a été dit par Laurent Nunez, des actions qui relèvent, laissons faire les enquêtes, qui relèveraient de choses qui ne sont pas acceptables d'un point de vue éthique ou d'un point de vue juridique. Mais ce que j'ai vu à Sainte-Soline, puisque vous m'interrogez en particulier là-dessus, mais globalement, il n'y a pas de système organisé. Il peut y avoir des gens qui produisent ce qu'on appelle du dérapage, mais globalement, et il faut leur rendre hommage, les forces de l'ordre font leur travail dans des conditions qui sont extrêmement difficiles parce qu'elles, contrairement à ceux qu'elles ont parfois en face d'eux, elles cherchent à préserver la vie humaine. Marc Fesneau, et cette lutte anti-bassine, est-ce que c'est un vrai combat ou est-ce que c'est un prétexte selon vous? Ni l'un ni l'autre, je ne sais pas si c'est un prétexte. C'est un prétexte pour les gens qui veulent mettre la pagaille et qui sont forts de violence. Et par ailleurs, c'est un combat qui est un mauvais combat parce que c'est un projet, je le répète, Sainte-Soline. On va passer de... Il y a eu un protocole en 2018. Il y a un protocole qui a été signé. Que ça vaut plus rien. Non, il y a un protocole qui a été signé, y compris par Madame Bateau qui a retiré sa signature. Alors je comprends qu'elle ait des doutes sur les signatures des autres, puisqu'elle ne respecte pas ses engagements. Les agriculteurs, eux, ils respectent leurs engagements. Oui, mais on va vous sortir c'est Notre-Dame-des-Landes et vous voyez ce qui s'est passé ensuite. Non. C'est tout à fait inexact. Sur cette affaire de Sainte-Soline, c'est réduction de la pression irrigation pendant la période d'été. On passe de 21 millions de mètres cubes prélevés l'été à 6 millions prélevés l'été. Donc c'est 15 millions de mètres cubes qui ne seront pas prélevés l'été. Les études scientifiques disent que c'est bon. Le cadre juridique est posé. Mais si on est dans un pays où quand tout est levé, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif, on vous explique qu'on n'a pas le droit de le faire, ça veut dire qu'on n'est plus en République, face à un mouvement qui vous dit au nom d'un bien commun. L'autre mouvement dit en somme, pardonnez-moi, rien, ni personne n'est légitime à faire des stocks d'eau pour une agriculture intensive. Et ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Eh bien, nous serons face à ce mouvement parce que ce mouvement, c'est un mouvement antidémocratique. C'est un mouvement qui ne respecte pas, au fond, ce que sont les principes d'une démocratie. C'est comme si j'allais voir mon voisin et dire je ne suis pas d'accord avec votre permis de construire parce que les toits sont trop grands, parce que les fenêtres sont comme il faut, et j'ai le droit d'aller détruire alors que l'ouvrage a été fait dans les règles de l'art et selon les règles de l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ouvre une société dans laquelle, parce qu'on n'est pas d'accord soi-même, on a le droit de le détruire et on a le droit de le remettre en cause, là on a un problème. Selon les règles de l'environnement, donc la lutte anti-bassine n'est pas écologique de votre point de vue? Non. Enfin, moi je ne considère pas qu'elle soit écologique. On a besoin d'agriculture, on a besoin de produire et on a besoin de défendre les agriculteurs. Oui, mais parfois ils ne sont pas d'accord entre la FNSEA et la Confédération paysanne. La réduction de 70% du prélèvement en eau, est-ce que c'est écologique ou non? La réponse est oui. À bon entendeur. À bon entendeur. Merci Absolument. Marc Fesneau d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous.